Test, test. Bonsoir, donc, navré pour les 10 petites minutes de retard. On a eu quelques problèmes de son, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'enceinte dans cette salle. Juste, vu que je vois qu'il y en a, c'est des têtes qu'on a, je crois, jamais vues à des conférences Gconf, je vais très brièvement rappeler ce qu'on fait. On fait des conférences, globalement, par les élèves en général, et pour les élèves sur des sujets plus ou moins techniques, en l'occurrence, un sujet technique. On vient juste de finir... C'est moi, il y a plus le son. Oui, non, bon. Oui, les enceintes apparemment s'amusent bien ce soir. Bref, donc on vient de finir nos conférences à Villejuif, donc à partir de maintenant et pendant le second semestre, toutes les conférences seront au Kremlin Bicêtre. Cette conférence donc sur tout ce qui est moteur graphique et synthèse d'image suit une conférence plus basique qui avait été faite la semaine dernière à Villejuif. Et pour ceux que ça intéresse et qui voudraient mixer ça avec des moteurs physiques, il y a Sébastien Crozet, le monsieur là devant, qui fait une conférence justement sur les moteurs physiques le 13 décembre. Ça sera en amphi 4, voilà, dans 2 semaines. Si vous voulez la liste des conférences, des prochaines conférences, il y a agenda@gconf.fr, c'est un Google Agenda. Vous l'ajoutez dans votre calendar, vous aurez toutes les dates des confs. Enfin voilà, vous serez au courant en permanence de quelle date. Le site gconf.fr, il est un peu moche, mais il y a les descriptions des conférences, il y a les rediffusions qui sont... parce que la conférence est streamée en live, donc voilà, le record sera uploadé et mis sur le site. Et si vous voulez nous mailer ou poser des questions sur la conf après qu'elle ait eu lieu, contact@gconf.fr. Voilà, bonne conférence. Oula. Change tes paramètres d'affichage. Change ta résolution. Voilà. Tu peux me passer le pointeur sur les slides? Impec. C'est bon pour le son? Ouais. Ok. Donc, rebonsoir. Merci d'être là pour la conférence graphique avancée. Déjà parce que certains d'entre vous ont 42 SH, donc c'est courageux de venir, alors que le rendu de la V0.9 c'est ce soir. Contrairement à l'équipe communication et tout ce qui est annoncé, hein, non, vous n'aurez pas un report de 5 jours juste pour venir à une conférence. Dommage. Ok, donc ce soir on va parler de synthèse d'image. On va parler de synthèse d'image avancée. C'est-à-dire que je ne sais pas si dans la salle vous avez déjà fait au moins un peu d'OpenGL ou un peu de DirectX ou avoir au moins des bases en mathématiques vectorielles qui ne répond à aucun des critères présentés. Vraiment aucun. C'est-à-dire genre multiplication matricielle, vous ne connaissez pas. Ok, donc ce qu'on va faire juste pour savoir à peu près le niveau et pour savoir à quelle vitesse je vais aller sur les slides, s'il y a des slides que je peux passer plus vite, moins vite. Est-ce que parmi vous, il y a déjà des gens qui ont fait du GLSL? Ok. CG, CGFX. Ok. HLSL. Ok. Je vais aller lentement. Est-ce que parmi vous, il y a déjà des gens qui ont fait du OpenGL supérieur à 2? Du OpenGL 2. Ok. Du DirectX 9 ou supérieur? 11, 10? Pas du tout. Ok, bon. Donc ça va être dur, hein, c'est assez technique. L'objectif ce soir, c'est pas vraiment d'apprendre en main OpenGL ou DirectX.
c'est vraiment d'essayer d'aller voir des techniques de rendu avancées, c'est-à-dire les jeux vidéo récents. Vous avez tous vu, les graphismes, c'est de la tuerie, il y a plein d'effets lumineux qui coulent, etc. On va essayer de les décortiquer, de voir quels sont leurs problèmes, de voir qu'est-ce qu'il y a derrière, comment est-ce qu'on les construit, quelles sont les équations mathématiques qu'on va devoir mettre en place, comment est-ce qu'on les optimise aussi, parce qu'ils sont très lourds généralement en termes de temps de calcul, notamment ce qu'on va voir sur la dernière partie. Et ben, comment est-ce qu'on les met en place dans un moteur de jeu vidéo, comment est-ce qu'ils cohabitent tous entre eux. Donc pour ça, c'est à chaque fois plusieurs types de présentation. Il y a la présentation un peu technique que vous avez sur les slides, où là c'est des équations, c'est bon, somme toute assez classique. Vous avez des vidéos. Les vidéos, c'est principalement de la démocine. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ne connaissent pas là, ce que c'est de la démocine ici. Non, ça va à tout le monde. Alors, de la démocine, donc pour petit rappel, c'est en fait des gens qui font des programmes, principalement avec du graphique et de l'audio. Et leur objectif, eh bien, ça va être d'avoir, d'une part, des perfs de malades, de faire tourner des trucs super beaux sur des petits processeurs avec le minimum de mémoire possible. Et généralement, ces gens-là sont assez à la pointe en ce qui se fait de mieux en termes de shader. Et on va voir des exemples de ce que eux font. Généralement, ils ont 1 an, 2 ans d'avance sur tout ce qui est jeux vidéo, etc. Ensuite, l'autre point, le dernier point, c'est de voir des live démos. Parce que c'est bien sympa d'en parler, de montrer des vidéos, mais dans le fond, comment est-ce que ça marche en vrai? Est-ce que ça marche en vrai? Est-ce que c'est pas juste des trucs complètement bullshit que je vous présente alors qu'en vrai on sait pas les faire? Donc on va voir comment est-ce qu'on les implémente, comment est-ce qu'on fait les shaders qui vont derrière et comment est-ce qu'on les lance. En termes de programme, ce qui est utilisé, ça va être principalement du GLSL ou du CG. Je pense que vu qu'il n'y a personne qui a fait du CG ici, je vais présenter uniquement les programmes en GLSL. Ok. Donc le plan de cette conférence, c'est quoi? On va commencer par avoir tout ce qui est les effets d'illumination. C'est vraiment basique, on ne va pas aller très loin, mais l'important c'est de voir comment est-ce que les jeux vidéo récents sont construits. C'est-à-dire les différentes couches de texture, qu'est-ce que vous avez qui sont utilisées, les modèles d'illumination classiques, juste on va repasser sur du Lambert, du Phong, voir comment est-ce qu'ils sont. On verra d'autres types de modèles, pas en détail, mais par connaissance, par acquis, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi, hein, parce que tout le monde utilise Phong, c'est bien sympa, mais est-ce qu'il y a autre chose? Et on verra comment mettre en application tout ce qui est normal mapping, displacement mapping, à travers des démos, voir comment est-ce qu'on peut les utiliser en vrai, et aussi à travers un exemple, voir qu'est-ce que ça donne quand on a plusieurs sources lumineuses, comment est-ce qu'on mixe les sources. On verra après un point qui est souvent problématique, qui est le point qui a été le plus demandé à chaque fois qu'on discutait avec des gens ou que j'ai vu des personnes qui faisaient des projets graphiques. À chaque fois, ils ont tous buté sur un point, c'est les shadow maps. Je ne sais pas si quelqu'un dans cette salle a déjà essayé de faire des shadow maps. C'est déjà au moins attaqué un peu au problème. En fait, c'est juste le pire algo que vous puissiez implémenter en termes de programmation graphique. Il marche jamais du premier coup. Pourquoi? Parce que tous les algos que vous avez trouvés sur Internet ont à peu près 2-3 bugs classiques et vous en avez quasi aucun qui l'implémente potablement. Ou alors ceux qui l'implémentent potablement, vous avez un pavé d'équations mathématiques au-dessus qui vous dissuade complètement d'aller dedans. Donc on va voir comment est-ce qu'on fait du shadow mapping, comment est-ce qu'on va jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'aux ombres soft que vous avez dans les jeux vidéo actuellement. Et on verra, pareil, soit par des vidéos, soit par des exemples, comment est-ce que ça s'implémente. Là, pour le coup, je donnerai les codes et j'insisterai bien sur les points des shaders qui sont importants à mettre en place et ceux généralement qui vont entraîner des erreurs dans les projections de matrices et dans le fait de jouer avec un depth buffer qui est logarithmique alors que vous manipulez des coordonnées qui sont stockées sous des formes linéaires. Dernier point, on va s'attaquer au post-processing. Le post-processing, c'est quoi? C'est une fois que vous avez fait votre rendu qui est sympathique, qui est sexy, vous avez envie de prendre l'image et de réappliquer des filtres dessus. Ça peut être soit pour faire des effets de lumière, soit pour faire de l'anti-aliasing, soit pour faire ce qu'on va appeler tout ce qui est les techniques screen space ambient occlusion, qui vont donner des impressions de rendu beaucoup plus réaliste, flashy. C'est ce qui donne un peu le aux jeux vidéo aux jeux vidéo modernes. Ça nécessite de mettre en place une infrastructure lourde, c'est-à-dire que vous allez devoir complètement repenser votre pipeline. Vous n'allez pas émettre vos images directement sur l'écran, vous allez les réinjecter dans un autre pipeline de traitement. On va voir comment est-ce qu'on fait ça, brièvement, et on va s'attaquer à 2 exemples de techniques post-processing, qui sont la SSAO, Screen Space Ambient Occlusion. Vous allez voir, c'est assez simple, ça permet d'avoir des effets sexy, c'est ce que grosso modo tous les jeux utilisent actuellement. Et on s'attaquera à God Rays. God Rays, c'est rayon crépusculaire, c'est tout ce qui est la lumière volumétrique. Et ça permettra d'avoir un bon aperçu des techniques modernes de post-processing qui utilisent du depth buffer et du color buffer à la fois.
Ok, donc on va commencer tout de suite par les techniques d'illumination. On va commencer par très simple. Lambert. Qui connaît Lambert? Les équations d'illumination. Ok. Tout de suite, une confusion à ne pas faire. La plupart des gens, quand on leur parle de Lambert, ils confondent généralement flat shading, Gouraud shading, Phong shading, et tout ce qui est bien les modèles d'illumination de Lambert, les modèles d'illumination de Phong, les modèles d'illumination d'Oren and Yard. C'est pas la même chose. Il y en a un qui vous indique comment est-ce que vous appliquez la lumière. Est-ce que vous appliquez la lumière par surface? Est-ce que vous appliquez la lumière par pixel? Est-ce que vous appliquez la lumière par sommet? Ça, c'est ce qui est flat shading, Gouraud shading, Phong shading. Ensuite, une fois que vous avez les techniques d'ombrage, vous avez les techniques bien de tout ce qui est réflectance, modèle d'illumination. Donc là, vous allez avoir Lambert aussi, vous allez avoir Phong aussi, mais ce n'est pas les mêmes techniques, ça désigne comment est-ce qu'on calcule la lumière. Ici, on est plutôt dans la partie graphique avancée, donc tout ce qui est flat shading, Gouraud shading, on oublie. Aujourd'hui, on est vers des systèmes plus modernes, donc on va faire des illuminations par pixel. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est une illumination par pixel ou est-ce qu'on revient dessus? Qui ne sait pas ce qu'est une illumination par pixel? Du per pixel shading. Ok. Historiquement, quand on avait des formes qui étaient des polygones, donc des triangles, ce qu'on faisait, c'est qu'on calculait simplement le pourcentage de lumière qui arrivait sur le triangle. Et on l'affichait. Ça donnait des effets assez moches puisque vous voyez véritablement les polygones avec leurs différentes illuminations. Ça donnait quelque chose de très dur au niveau des traits, des contours. C'est quelque chose qu'on ne voulait pas. On est passé à de l'ombrage Gouraud où à ce moment-là, vous avez par sommet. Donc c'est déjà mieux. Mais de par le fait que vous êtes dépendant des sommets de votre triangle, vous voyez à chaque fois que les triangles sont linéaires et c'est pas tip top. L'avantage de ces techniques-là, c'est qu'elles consomment peu de calcul. Parce que plutôt que de calculer la lumière pour tout un polygone, par pixel du polygone, vous la calculez une fois pour toutes. Donc vous avez un calcul de produit scalaire par polygone. C'est rapide. Dans le cas de Gouraud, vous en avez 3. Ça va assez vite. Per pixel, vous allez la calculer pour chaque pixel. Les résultats sont bien mieux. Le problème, c'est que vous allez calculer bien plus de fois votre illumination. Et même si un produit scalaire, ça peut vous paraître rien, quand vous en avez plein à l'écran, ça va vite coûter cher. Alors là, vous avez le modèle le plus simple, c'est-à-dire Lambert. Ça consiste à faire quoi? On l'a vu dans graphique basique. Petit rappel, vous prenez la lumière ambiante, vous la multipliez par la couleur ambiante de l'objet. Ça dépend de comment vous voulez l'avoir en rendu visuel. Mais surtout, ce qui est important, c'est de prendre la direction de la lumière et d'en faire un produit scalaire avec la normale de la surface. Ça va donc vous indiquer à quel point la surface est éclairée ou non. Si votre produit scalaire est maximum, c'est-à-dire que les deux vecteurs sont collinéaires, dans ce cas-là, vous êtes pile dans l'axe de la lumière, vous avez un maximum de lumière. Si votre produit scalaire vaut 0, c'est que vous êtes perpendiculaire, ou négatif, c'est que vous êtes derrière la surface. Dans ce cas-là, vous ne recevez aucune lumière. Et c'est tout. Alors, vous allez dire, ouais, ça peut être valable. Non, c'est pas valable. Si vous regardez les scènes qui sont rendues par ce type d'illumination-là, on voit clairement, ça donne un effet presque dessin animé avec des ombres ou en tout cas des surfaces cachées qui sont complètement noires. Ça a très peu d'intérêt à utiliser tel quel. C'était bien dans les années 90, c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plus s'attaquer vers des modèles récents. Est-ce que quelqu'un a des noms de modèles récents d'illumination ? Des idées comme ça? Vous en avez au moins tous entendu parler quand vous avez fait du OpenGL avec, ou même du Blender ou des rendus. Non? Phong, ça dit quelque chose à quelqu'un? Phong shading, Oren and Yard? Bon, tant pis. Donc on va arriver sur du Phong shading. Phong shading, ça va faire intervenir le concept de réflexion. C'est-à-dire que vous avez la lumière qui arrive dessus, mais vous avez aussi le fait qu'en fonction de la position de votre œil et de la position des rayons d'une lumière, vous allez avoir certains rayons qui vont impacter votre œil plus durement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir compte un peu de la réflexion de la matière que vous avez en dessous. Et ce que vous allez faire, vous allez calculer pour chaque pixel, par rapport à votre œil, à quel point est-ce que vous pouvez avoir des rayons qui sont réfléchis depuis la lumière. Ça donne des effets plus type comme vous les avez sur les tableaux. Vous voyez les zones un peu plus lumineuses que vous avez là en fonction de l'endroit où vous êtes, et quand vous décalez votre tête, vous avez un point de vue différent sur ce type de lumière-là. C'est typiquement ce qu'on va essayer de simuler avec de Phong shading. Alors, on va faire intervenir la réflexion en plus.
comment est-ce qu'on la fait intervenir? Cette fois-ci, bon, bah, toujours le même terme qu'on avait dans les équations avec Lambert, sauf que cette fois-ci, on va faire intervenir le vecteur de réflexion par rapport à, alors caméra direction, en fait, c'est simplement la position de votre œil versus le point de contact. Et ça va vous donner une information de à quel point mon œil reçoit des rayons qui sont directement réfléchis depuis la surface. C'est assez compréhensible, c'est facile à voir ce que ça fait, mais le problème c'est qu'on se demande, ouais mais c'est quoi ça? Alors, en programmation graphique, vous savez, c'est de la cuisine. Ça même, ne serait-ce que ça, c'est pas un modèle réaliste, enfin ça traduit pas de la réalité. On est en train de complètement cuisiner des équations qui font des trucs qui ressemblent à peu près, presque, la vraie pseudo-vie d'un certain point de vue à peu près cohérent. Donc là, notre objectif, c'est d'essayer de simuler différents types de matériaux avec un exposant. Cet exposant, il fait quoi? Il va durcir, plus ou moins, le facteur de réflexion. Plus vous le durcissez, donc en fonction de comment vous l'implémentez, bon, si vous l'implémentez avec un 1- ou directement, vous allez augmenter la shininess, la brillance de votre surface. C'est-à-dire que vous allez avoir des taches très brillantes, très nettes. C'est le cas par exemple du tableau. Vous avez des taches qui sont presque nettes, vous pouvez presque voir la zone de diffusion de la lumière. Si, en revanche, vous adoucissez votre facteur de shininess, vous avez des surfaces qui sont beaucoup moins réfléchissantes, qui dépendent beaucoup moins de votre point de vue, ou en tout cas c'est beaucoup plus doux. C'est le cas par exemple des tables que vous avez là, qui sont l'exemple typique de quelque chose de plutôt doux en termes de shininess, de brillance. Comment est-ce que ça s'adapte? Là, il n'y a pas de secret, hein. Vous prenez des sites web avec des bases de données en fonction de tel type de matériaux, vous avez tel type de coefficient pour tel modèle. Fonc, c'est sympa, c'est utilisé dans tous les jeux. Et grosso modo, on n'utilise quasiment rien d'autre. On va utiliser que du Fonc parce que c'est rapide à calculer. En soi, il n'y a pas beaucoup de produits scalaires, il y en a quelques-uns dans la réflexion qui a calculé ici, hein, on l'a vu. Bon, ça va. Pas trop embêtant, quoi. On n'a pas de trucs lourds à calculer, ça va rester des multiplications, des additions. Allez, une petite puissance, mais au pire, ça, on peut s'arranger. Vous verrez, il y a des astuces dans la carte graphique pour pouvoir faire passer ça beaucoup plus vite. C'est sympa, il y a d'autres modèles qui existent. Vous avez peut-être entendu parler de Run and Yard, enfin si vous n'avez pas entendu parler de Fonc, ça va être dur pour Run and Yard. Ce sont des modèles qui traduisent cette fois-ci plus de la réflexion en fonction de la nature de la surface. Vous avez des surfaces qui sont granuleuses, avec des petites textures, ce qu'on appelle des micro-textures à la surface d'une même surface. Vous avez presque en fait des déformations qui vont modifier la lumière, mais en l'impactant d'une façon assez bizarre. Pour générer ce type d'illumination, on va changer de modèle en fait, parce que Fonc ne peut pas le gérer tel quel, et on va passer sur des modèles d'illumination qui vont prendre en compte des facteurs indiquant la nature du motif, du micro-motif à la surface de votre texture. Globalement, ça dans les jeux vidéo, dans la synthèse en temps réel, on le fait peu. Même si les modèles tels que Run and Yard vont passer en synthèse temps réel, c'est-à-dire que ça va tenir en termes de charge, on le fait peu parce que changer de shader à la volée, ça coûte cher, et changer de shader juste pour avoir un micro-effet à peine plus joli, l'intérêt est somme toute limité. Ok, on a vu comment est-ce qu'on faisait ces modèles déjà de base, on va voir comment est-ce qu'ils sont mis en place. Donc première chose, donc on va voir ça sur une démo, ensuite on va faire une démo en vrai avec les normal maps tout à l'heure. Donc là déjà un modèle Fonc classique. On va juste prendre le début de la vidéo. Vous allez voir, c'est simplement des points lumineux qui sont placés sur des surfaces. Bon, c'est joli mais sans plus. Cette démo a quand même eu des prix. Et l'intérêt, c'est de voir que... Bon, on n'a pas le son visiblement. Dommage. Bon, là vous avez typiquement de l'illumination Fonc. Voilà. Bon, typiquement illumination Fonc. Vous voyez bien les zones apparaître, ces fameuses zones avec la shininess qui est élevée. Dans ce cas-là, la shininess est très élevée puisque vous voyez presque la surface se découper aux endroits où il y a la lumière qui impacte. Ça, c'est ce qu'on pourrait faire de plus classique.
la regardera en entier après, hein, tout à l'heure. Là, c'était juste pour les modèles d'illumination. On va rester dessus, donc vous voyez bien, si on peut revenir juste sur la vidéo, vous voyez bien du coup ici, en fait, là vous avez de la lumière typiquement diffuse, ici avec la couleur, et vous voyez ici sur les arêtes, ou en fonction de votre point de vue, vous voyez cette lumière spéculaire ici, qui apparaît bien plus fortement. Ça, c'est dû au facteur qu'on a vu tout à l'heure. Là, on est vraiment sur le modèle le plus classique. Vous avez implémenté les équations que je vous ai données tout à l'heure telles quelles, vous les mettez dans OpenGL via un shader, vous obtenez directement ça. C'est sympa, il ne faut pas se louper sur les équations, vous allez voir. Hein, généralement, la première fois qu'on essaie de l'implémenter, on oublie au moins un signe moins, quelque part dans la réflexion. Donc, c'est pratique d'avoir des formulaires à portée de main. Mais sinon, ça marche bien, ça s'implémente assez facilement. Vous n'avez pas trop d'optimisation à faire pour que ça puisse donner des résultats déjà potables. Donc là, il n'y a rien d'exceptionnel. On verra après dans cette démo, il y a des trucs bien plus sympas après. Là, c'est classique et ça fonctionne bien. Le souci, c'est que dans les jeux vidéo, aujourd'hui, vous n'avez pas tout à fait ça. Si on peut revenir sur les slides, du coup. Ça, on a vu. Aujourd'hui, on se dit, ok, c'est sympa, on a des surfaces plates, mais on aimerait bien simuler le fait qu'elles ont un petit relief dessus. Alors pas complètement, on ne va pas s'amuser à subdiviser la surface avec plein de polygones, il faudrait des milliards de polygones pour pouvoir subdiviser les surfaces avec le maximum de détails qu'on souhaite. Mais on aimerait avoir cette information de relief par pixel, au moins avoir la variation de la normale. Comment est-ce qu'on va faire? On va utiliser une astuce. On va dire la surface est plate. On la dessinera comme si elle était plate. Sauf que localement, on va tricher sur la normale. On va utiliser une normal map qui va en fait nous indiquer la modification qu'on doit appliquer à la normale, plus ou moins à un certain angle, dans certaines directions. L'intérêt de cette technique, c'est que d'une part, vous n'avez pas à subdiviser vos polygones. Votre polygone, il reste tel quel. Vous le prenez, vous l'appliquez. Et par contre, à chaque fois que vous allez calculer la normale par pixel, vous allez la modifier en fonction de la normal map. Ça a l'avantage de donner des résultats qui, de loin, vous avez l'impression que la surface elle est parfaitement subdivisée, mais en fait, vous n'avez qu'un seul polygone au lieu d'en avoir des milliers pour votre texture. C'est très pratique. Aujourd'hui, c'est inconcevable d'avoir un jeu vidéo qui n'utiliserait pas des normal maps ou n'importe quel type de synthèse temps réel qui n'en utiliserait pas. On va même aller jusqu'à en utiliser dans les ray tracers pour accélérer les temps de calcul. Ça a vraiment un avantage non négligeable en termes de performance. Vous dessinez un plan plat, vous appliquez une normal map et vous avez l'impression que votre texture a du relief. C'est sympa, c'est bien, sauf qu'il y a plein de problèmes qui ne sont jamais spécifiés. Le premier, c'est que ces normal maps, il y a deux standards de normal map. La première va stocker, comme je vous le montre ici, avec des valeurs qui vont varier entre -1 et 1 pour les composantes X et les composantes Y, et entre 0 et 1 pour la composante Z. Bon, pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes en train juste de donner une information de déformation locale à une texture par rapport à déjà une normale qui existe. Normalement, il n'y a pas besoin de toucher trop à la composante Z. Vous n'avez pas besoin de la rendre d'un seul coup négative. Vous ne pouvez pas rendre une composante Z négative alors que vous êtes à la surface de votre objet. Vous avez une surface, vous voulez juste modifier la normale, vous n'êtes pas en train de la retourner complètement. Ça n'aurait aucun sens. Bon, il y a certains modèles qui l'autorisent, d'autres qui ne l'autorisent pas. Ce modèle-là a été introduit par IDTech. Donc ça, IDTech, c'est Quake, Doom, tout ce que vous connaissez. Ça a été introduit, je crois, pour Doom 3. Et depuis, c'est le modèle que tout le monde garde. Donc la plupart du temps, quand vous récupérez des normal maps, pensez bien que la dernière composante, la composante bleue, elle est comprise entre 0 et 1. Et donc quand vous allez faire votre soustraction, vous allez utiliser des coefficients différents. Alors, soustraction, pourquoi? Je vous ai dit, les composantes sont entre -1 et 1 ou entre 0 et 1. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire une soustraction ici? En fait, une normal map, c'est une image. Une image avec OpenGL ou DirectX, c'est stocké sous forme de flottant, enfin, c'est stocké sous forme d'un tableau de flottants. Chacun de ces flottants va varier entre 0 et 1. 1, ça veut dire la saturation maximale, c'est ce que souvent vous voyez sur les sites web par 255 ou FF pour une composante colorée. Et 0, c'est la saturation, enfin, c'est la valeur minimale. Ça va être le même 0, donc ça reste tel quel. Problème, vous ne pouvez pas stocker des couleurs négatives. Vous ne pouvez pas avoir des couleurs qui sont à -127, -255. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement shifter les valeurs de 0,5. Pour nous, 0,5, donc du gris, ce sera notre valeur 0, notre valeur plancher.
Et quand on va dépasser vers du 1, ce sera les positifs, et quand on s'approchera du 0, ce sera les négatifs. Ce qui fait que la formule pour vraiment obtenir la perturbation, c'est votre valeur de la composante rouge, la composante verte, moins 0,5 pour se ramener sur 0. Sauf que là, vous êtes entre moins 0,5 et 0,5, donc multiplié par 2 pour se rebasculer sur le plan 1, moins 1. Avec la spécificité pour la dernière composante, puisqu'on a dit qu'elle ne variait qu'entre 0 et 1. Donc là, celle-là, on peut directement la voir tout de suite. Petit point ici, alors là, c'est comment est-ce qu'on calcule la normale. Donc votre normale, ah oui, des fois, alors il la stocke entre, ici, là, pour moi, c'est en valeur 0 maximum, 1 minimum. Certaines personnes la stockent en valeur 1 maximum, 0 minimum. Donc des fois, vous n'aurez même pas besoin de faire le moins 1 ici. Comment est-ce que ça s'implémente? Très simple dans un shader. Donc là, je vais passer peut-être un peu plus de temps. Vous n'avez jamais vu de shader, c'est ça? Enfin, personne n'a fait de shader OpenGL ici. Ok. Donc on a défini la normale. Ça, c'est la normale à notre surface. Elle existe déjà. Ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre la texture 2D. Alors NS normal, c'est parce que je les ai fait avec mon moteur graphique. Donc il y a déjà ces textures qui sont, ces systèmes qui sont déjà définis. C'est la normal map qu'on a passée au moteur graphique. On prend la texture coordinate, donc à quel point est-ce qu'on se trouve. Grosso modo, si on revient tout à l'heure, ça revient à faire quoi? Ça revient à dire à chaque fois que je vais mapper un point de cette texture, je regarde quel est le point dans la normal map qui lui est associé. Donc ça, c'est cette ligne-là. Je regarde le point dans la normal map qui lui est associé, et j'obtiens du coup une couleur. Cette couleur, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord soustraire le vecteur. Donc ça, c'est, on soustrait en fait, on calcule cette partie-là, la perturbation. Donc on se ramène sur un vrai vecteur, ici. Et avec un produit scalaire et une somme, on va appliquer la perturbation à la vraie normale de la surface. NS normale, c'était la normale de notre surface telle qu'elle. Donc en fait, on est en train de perturber la normale d'une surface par rapport à notre normal map. Un petit coup de normalize pour se ramener quand même sur des valeurs qui sont normalisées à la fin. Et vous avez déformé, perturbé la surface de votre texture. Ça fonctionne très bien, ça va donner des effets réalistes, on va le voir tout à l'heure justement en prenant la même démo, mais cette fois-ci avec des endroits qui utilisent des normal maps. Et vous allez voir, vous avez l'impression effectivement que c'est subdivisé, qu'il y a plein de polygones, alors qu'en fait ce sont des plans plats. Donc on va attaquer tout de suite sur la vidéo. Cette fois-ci en se plaçant un peu plus loin, vas-y. Ouais, on pourrait éteindre la lumière. C'est pas gagné, hein, mais on peut essayer. C'est rare dans certaines salles. Vas-y, ouais, essaye de te placer un peu après la moitié. Un peu après la moitié. Ici, ouais. Encore une fois là. Ouais, voilà. Donc là, sur cette scène-là, vous avez sur ces zones ici, vous voyez, pour avoir les petites déformations qui sont là, qui sont au niveau des rainures, que vous avez au niveau du sol. Tout ça, ce sont des normal maps qui vont être utilisés pour pouvoir donner l'impression que les polygones sont subdivisés. Vous en avez ici, regardez-le, on les voit très bien dans la map. On a vraiment l'impression que la normale est différente pour ces zones-là. On a l'impression que la surface est subdivisée alors qu'elle ne l'est pas. C'est vraiment des astuces de programmation. Donc là, on est typiquement dans le cas d'utilisation de normal map pour accélérer le rendu. Ce sont des plans complètement plats qu'on a ici. Et pourtant, on a l'impression qu'ils sont subdivisés, qu'il y a un rendu beaucoup plus réaliste avec beaucoup plus de polygones. C'est pas le cas, c'est uniquement une astuce de programmation. Donc on va arriver cette fois-ci sur la démo réelle.
Voilà, donc là, ce que vous voyez là, c'est une scène assez connue en synthèse d'image. Est-ce que quelqu'un la connaît? Ouais, pardon. Oui, c'est Sponza, mais pas Sponza tout court. Non, quelqu'un l'a déjà vu? Elle est souvent utilisée dans les démos de Crytek, ouais. Vas-y. Ouais, Rush jeux vidéo, je l'ai déjà montré, effectivement. C'est vraiment la scène sur laquelle on fait tous les tests quand on arrive à des tests un peu plus massifs. Quand vous voulez faire les tests de base, vous avez le Stanford Bunny, vous savez, le petit lapin. Bon, c'est sympa, mais il n'y a pas beaucoup de polygones. Là, on a des scènes qui ont quand même, on arrive aux millions de polygones, donc si on commence à pas du tout optimiser, ça va vite être la mort et ça va vite pas marcher du tout. Donc l'intérêt de ces scènes-là, c'est qu'on arrive sur des scènes un peu plus complexes, un peu plus rigolotes. Et là, on a vraiment de la normal map. Alors, on va zoomer justement pour que vous puissiez bien la voir. C'est l'intérêt d'avoir de la live démo. Voilà, donc typiquement ici, vous voyez comment est-ce que là, où est-ce que j'ai posé le truc Typiquement ici, vous voyez vraiment comment est-ce qu'une normal map, ici, sur les reliefs de la pierre, peut être appliquée. Là, on a pris notre normal map, on l'a appliqué directement. Ici, c'est un énorme polygone qui est appliqué. Et pourtant, la normal map donne l'impression ici que vous avez du relief. C'est calculé par rapport à une lumière. C'est dynamique. Je pourrais changer la position de la lumière à la volée, ça se recalculerait à la volée. Et ça va considérablement optimiser mes temps de calcul. Ça se fait aussi quand on a plusieurs lumières. Donc là, il va falloir mixer. On utiliserait exactement les mêmes techniques qu'on utilise habituellement pour mixer des lumières. Et pourtant, vous voyez que vous avez un rendu qui est tout à fait potable. Là, c'est uniquement, pour information, c'est un rectangle, enfin une box qui est posée. Pourtant, avec les déformations de la normale, vous avez l'impression qu'ici, il y a un petit angle, un dénivelé. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a des rainures. Et en plus, on voit que ça fonctionne aussi quand vous avez deux sources lumineuses. On a une source lumineuse bleue, une source lumineuse blanche d'un côté. Et bien, on va arriver à mapper ce genre de phénomène, ce genre de perturbation, simplement en sommant les deux sources lumineuses et en utilisant une seule fois la normal map. Ça fonctionne vraiment bien. C'est une astuce qu'il faut penser à utiliser à chaque fois que vous avez un jeu vidéo à implémenter. C'est rapide à implémenter les normal maps. Alors là, pour le coup, vous prenez la formule, vous copy-pastez tel quel, ça fonctionne direct. Et vous avez des résultats qui sont beaucoup plus potables que le résultat sur normal map qui est juste plat, quoi. Enfin, ça n'a aucun intérêt véritable. Donc aujourd'hui, quand vous voyez les jeux vidéo avec plein de petites surfaces, ces petits reliefs, ces petits crans, c'est pas magique. C'est une normal map qui est utilisée derrière. Ok, deuxième partie. Donc on va peut-être se regarder une fois la démo complète qui, elle, va présenter complètement tous les aspects. C'est-à-dire que vraiment l'intérêt de cette démo, c'est qu'elle travaille vraiment sur la lumière. On a du fong shading, on a de la normal map, on a du glowing, c'est-à-dire de la lumière qui dépasse des contours actuels. Ça, ouais, tu peux remettre au début. Ça présente vraiment tout ce qu'on peut faire en termes de fong shading. C'est un bon résumé de ce qu'on vient de voir là. Pareil, à la surface des éléments, vous avez vraiment du normal mapping qui est fait ici, ce qui donne l'impression de relief sur la surface de ces tubes. C'est uniquement du normal mapping, c'est vraiment des tubes tels quels.
Et ces reliefs que vous avez dessus, c'est une normal map. Pareil au niveau de la scène. Non, pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite, celle-là. Voilà. Il faut d'abord avoir présenté le concept. Ok. On va peut-être remettre de la lumière. Alors, un point qui est somme toute normalement facile, c'est à chaque fois dans un moteur de jeu, vous avez les ombres, c'est sympathique. Et pourtant, à chaque fois que vous avez une personne qui essaye de l'implémenter, ça se passe mal. Pour ceux qui étaient en synthèse d'image avec Jonathan Fabrizio, vous avez vu que bah oui, ça se passe mal. Que ceux qui ont déjà essayé de l'implémenter, ça se passe mal. Que dans certains jeux, vous avez vu, bah, vous avez des problèmes au niveau de votre ombre. Pourtant, on se dit, générer des ombres, ça ne doit pas être si compliqué que ça. En fait, si. C'est beaucoup plus compliqué qu'on ne le croit, et on va voir les différents algorithmes qui sont à notre disposition. Donc bon, commençons par le plus simple de tous. On a un plan. On a une source lumineuse. On a un objet. Et on voudrait avoir l'ombre de l'objet sur le plan. En soi, ça a l'air d'un problème plutôt facile. La façon la plus simple de le gérer, vous calculez une matrice de projection d'un objet sur le plan par rapport à un point lumineux. Donc c'est une matrice qui va aplatir et rescaler l'objet. Ça marche bien. Donc on va voir. Donc c'est une matrice où typiquement vous allez avoir une colonne où vous aplatissez tout, hein, vous enlevez une dimension, et vous aplatissez selon, pour le plan. Là c'est dans le cas où le plan serait centré sur l'axe 0, vous pouvez le monter ou le descendre, ça fait varier une constante ici dans la matrice. Ça fonctionne bien, vous êtes juste en train de projeter, d'aplatir votre sphère et de la redessiner. Et vous la redessinez en noir, hein, si possible, histoire d'avoir un truc un peu réaliste. C'est ni plus ni moins qu'un aplatissement. Ça semble sympa. Oui, mais, premier problème, je décale mon plan,
J'aplatis toujours à l'extérieur de mon plan. C'est pas top. Pourtant, si vous prenez des vieux jeux vidéo comme Zelda ou autres, vous n'allez plus pouvoir le regarder pareil, désolé, que vous mettez sur une surface à moitié entre les deux plans, eh bien vous allez voir que ce genre de phénomènes peuvent apparaître. C'est dommage, c'est moche, mais pourtant ça arrive. Pourquoi est-ce que ça leur arrive? Parce que vouloir gérer ce phénomène, vouloir s'en débarrasser, c'est très coûteux. Dessiner ça, c'est simple. Vous prenez votre sphère, vous l'aplatissez sur le plan, vous la dessinez. Essayez d'éliminer ça, c'est beaucoup plus embêtant. Alors il y avait une technique à l'époque, on va présenter avec du OpenGL deprecated. Pourquoi? Parce que plus personne n'utilise cette technique-là. Donc bon, on va rester sur les techniques de l'époque. Est-ce que quelqu'un savait comment est-ce qu'on, enfin, est-ce que quelqu'un sait comment est-ce qu'on éliminait ce genre d'artefact, ce genre de problème? Ou qu'est-ce que quelqu'un a une idée tout simplement pour l'éliminer, veut la soumettre? Ouais. Alors, c'est dans l'idée. On va surtout pas chercher à faire un truc qui serait mathématique et propre, c'est essayer de trouver les points ici d'intersection, là et là, et de couper la forme, essayer de retrouver le truc. Ce serait un cauchemar sans nom. On veut surtout pas essayer de tailler dans du polygone. Jamais. Ce qu'on va faire, c'est effectivement dans cette idée-là. On va d'abord dessiner notre plan sous forme d'un masque binaire. Et ensuite, deuxième étape, on va dessiner notre ombre avec notre plan. Bon, cette fois-ci, on est de l'autre côté, mais on va dessiner uniquement les zones d'ombre qui sont dans notre masque binaire. Pourquoi ça coûtait très cher, ce genre de technique-là, et qu'on ne voulait pas les appliquer à l'époque? Parce que vous prenez un dessin supplémentaire. Et en fait, ce n'est pas qu'un seul dessin supplémentaire. Supposons que vous avez différents plans à différents étages, comme c'était le cas dans Zelda. Vous pouviez sauter d'étage en étage sur Ocarina of Time et les autres. En fait, s'amuser à dessiner le plan pour un étage, le plan pour le deuxième étage, le plan pour le troisième étage, et le plan pour chacun des... Même quand vous avez des plans inclinés, ça devient encore plus cauchemardesque. C'est-à-dire que pour chaque polygone qui a une équation de surface différente, vous allez devoir dessiner un stencil, ça s'appelait stencil buffer, un stencil buffer différent. Ça devient horrible, vous avez autant de buffers que d'équations de plan. Bon, si vous avez deux polygones qui sont sur la même équation de plan, ça va, vous les dessinez sur le même stencil buffer. Par contre, quand vous avez des polygones en biais, de côté, vous prenez véritablement une projection plus un stencil buffer par équation de plan différente sur votre scène. Ça devient extrêmement coûteux. Même une carte graphique moderne ne pourrait pas s'en sortir. Les jeux vidéo qui faisaient ça, c'était généralement les jeux vidéo qui avaient 1-2 plans maximum et qui dessinaient ça sur le premier plan, le deuxième plan, puis tout le monde était content. Même des fois, ils dessinaient que sur le plan le plus proche et ils dessinaient même pas sur les plans qui étaient à proximité. Cette technique-là, elle marche, on l'a vu dans les Quake, on l'a vu dans Zelda. Dans Zelda, c'est plus simpliste, hein. C'est juste un rond qui est dessiné, il ne s'occupe même pas d'essayer de reprojeter le personnage dessus, ça coûterait trop cher. Ça fonctionne, mais bon, on peut faire mieux. Technique qui a été utilisée dans la fin des années 90, début des années 2000, c'est de passer à ce qu'on appelle un shadow volume. Donc un shadow volume, c'est simplement que vous allez calculer le volume, ici projeté par la sphère, sur votre ombre. Alors, ça fonctionne bien, sauf que ça va vous demander pour chaque polygone de votre sphère d'extraire, alors si ce sont des triangles, vous allez extraire à chaque fois 3 quads, donc 6 triangles par polygone de votre sphère, pour pouvoir avoir une espèce de projection. Vous êtes en train de calculer simplement le volume projeté par votre sphère. Ensuite, une fois que vous avez ce volume projeté, vous le dessinez 2 fois. Une première fois en ayant la surface qui est face à vous, et une deuxième fois avec un deuxième depth buffer, en utilisant cette fois-ci un depth buffer qui est par valeur inférieure, c'est-à-dire que vous prenez à chaque fois celui qui est le plus loin pour avoir le fond creux. Donc vous avez d'un côté le depth buffer qui va contenir la surface de votre volume et de l'autre qui va contenir le creux de votre volume. Et quand vous êtes entre ces deux valeurs, vous savez que vous êtes dans une zone d'ombre, donc vous pouvez dessiner de l'ombre qui est en dessous. Ça fonctionne bien, on l'a vu arriver dans des jeux vidéo dans les années, c'est dans les années fin des années 90, début des années 2000. Je crois que, sans vouloir dire de bêtises, que World of Warcraft utilisait cette technique-là au tout début. Ça fonctionne, c'est sympathique, mais c'est très coûteux. Ça, vous voulez vraiment l'utiliser quand vous avez peu d'objets avec des ombres, des personnages, des choses comme ça. Quand vous allez vouloir projeter du décor, ça va plus du tout marcher. La technique qu'on utilise aujourd'hui, et qui fonctionne beaucoup mieux, c'est ce qu'on appelle les shadow maps. Les shadow maps, vous allez prendre votre scène, et vous allez la redessiner une deuxième fois, à partir du point de vue de la lumière.
Donc voilà ce que va voir notre lumière grosso modo. À chaque fois que vous allez dessiner un pixel de la vraie scène, vous allez vérifier par rapport au point de vue de la lumière que le pixel que vous êtes en train de dessiner n'est pas en dessous du depth buffer que vous avez dessiné du point de vue de la lumière. Ça va vous assurer quoi? En fait, ce que vous êtes juste en train de tester, c'est est-ce que du point de vue de la lumière, le point que je suis en train de dessiner est visible ou non? S'il n'est pas visible, ça veut dire que moi je peux le voir de mon point de vue, mais que la lumière ne peut pas le voir de son point de vue, donc il y a une ombre. Dans le cas contraire, si la lumière peut le voir et que moi je peux le voir, c'est qu'il n'y a pas d'ombre. Cette technique-là, c'est les shadow maps, et c'est toujours ce qui est utilisé aujourd'hui. Elle a plusieurs problèmes, et plusieurs problèmes majeurs. Le premier, c'est un problème de self-shadowing. On va le voir dans la démo de tout à l'heure. Il y a du self-shadowing qui est produit. Self-shadowing, c'est quoi? Eh bien, imaginez que vous êtes pile à la surface de cette sphère-là, sur les rebords, et que vous dessinez quelque chose ici. À cause des instabilités numériques sur les flottants, enfin tous les calculs que vous allez faire, il arrive parfois que vous soyez dans un état un peu instable, et l'objet va projeter de l'ombre sur lui-même alors qu'il est visible. Parce que vous êtes juste à la surface, donc on est juste à la limite de est-ce que ça passe ou est-ce que ça passe pas. Alors une technique qui a été utilisée par des personnes pour pouvoir se débarrasser de ce problème et qui marche très mal et qui est pas viable, c'est de non pas dessiner les objets sur leur face pleine, enfin sur leur face visible, mais c'est uniquement de dessiner le creux des objets. Ça fonctionne, mais ça élimine pas le self-shadowing que vous allez pouvoir trouver dans ces zones-là effacées. Vous ne faites que décaler le problème. Une façon simple, et pourtant c'est celle qui est suggérée par Nvidia et dans tous les constructeurs de cartes graphiques, c'est d'ajouter un petit delta. Oui, c'est moche, mais d'ajouter un petit delta juste pour éviter que vous soyez en collision avec vous-même. Généralement, ce petit delta, il vous le donne en fonction de votre carte graphique et il a été calculé pour pas qu'il y ait d'imprécision dessus. C'est dégoûtant, je suis d'accord. Vous allez voir, c'est hardcodé, je vais vous passer du code. C'est hardcodé pour Nvidia, ça c'est du 340M. Ok, c'est la valeur qui doit être hardcodée pour du 340M. Et on l'utilise. Il y a d'autres techniques pour le faire, qui sont gérées tout seul par votre carte graphique, mais quand bien même c'est géré par votre carte graphique, elle fait ça en interne. Donc vous n'avez pas 36 choix possibles, on va devoir utiliser ce genre de technique-là. Le shader en question, et là on va rester un peu dessus un petit moment, parce que déjà il est volumineux. Pour des personnes qui n'ont jamais vu du GLSL, je comprends que ça puisse faire mal. Alors, première chose qu'on a, on va prendre Shadow. Pour le moment, Shadow c'est à 1, ça veut dire que non, il n'y a pas d'ombre. On va regarder dans la Shadow Map où est-ce qu'on tombe. Donc là, on prend la Shadow Matrix, la matrice qui a servi à calculer la Shadow Map, et on multiplie par la position qu'on essaye de dessiner. Ça va nous donner l'endroit où est-ce qu'on tombe dans le plan du buffer de la Shadow Map. C'est-à-dire que par exemple, vous voulez dessiner ce pixel-là, et bien on est en train de regarder où est-ce qu'il correspond dans notre Shadow Map. Ça, c'est ce que fait la deuxième ligne. Screen Chord, c'est qu'on va se ramener en espace écran. Vous avez peut-être qu'OpenGL a un espace écran un peu particulier qui va de -1 à 1 donc des deux côtés. Ici, ce qu'on est en train de faire, c'est uniquement on se ramène dans l'espace écran avec les équations que vous trouverez de partout par rapport aussi à W. Vous vous ramenez directement sur l'espace écran OpenGL. Donc là, vous avez la position en X et en Y dessinée sur votre Shadow Map. Pensez bien à utiliser les formules telles qu'elles doivent être données dans OpenGL par rapport au stockage de votre espace écran et pas juste s'amuser à récupérer la valeur brute. Sinon, ça ne marche pas et vous allez avoir des résultats très surprenants. Une fois qu'on a les screen chords, donc là le plus 0,5 c'est juste pour pouvoir se débarrasser de cet offset -1, on va calculer le depth. Alors, on reviendra sur la fonction depth 2D plus tard. Supposons que depth 2D nous donne juste la profondeur par rapport à la depth map, par rapport au depth buffer. Donc là, ce qu'on a dans depth, c'est quelle est la profondeur du point sur la shadow map par rapport au point que je suis en train de dessiner. Ce qu'on fait, c'est qu'on va vérifier, déjà qu'on est ici, on vérifie qu'on est dans le buffer, c'est-à-dire que si jamais on est sorti du buffer de la shadow map, dans ce cas on ne met pas d'ombre, on n'est plus en mesure de déterminer s'il y a une ombre ou pas. Et sinon, eh bien on va regarder la position du local depth, le depth qu'on aurait dû obtenir. Donc ça c'est le depth, ça c'est le depth de notre ça depth shadow map, depth qu'on aurait dû obtenir. Et si le depth qu'on aurait dû obtenir est supérieur au depth de la shadow map, c'est que on est en train de si le depth de la shadow map est supérieur au depth qu'on aurait dû obtenir, et bien dans ce cas-là, c'est qu'on est derrière l'ombre. On est ici dans ce cas-là, on a un point qui est là qui est masqué. Donc on va juste prendre la lumière ambiante. Sinon,
eh bien dans ce cas-là, on dit non, non, on prend toutes les composantes lumineuses, tout est à 1, c'est la fête, ça veut dire qu'on est devant la shadow map. On se trouve dans un espace où il n'y a pas de souci et ça va bien se passer. En soi, ce shader n'est pas très compliqué une fois qu'on a compris toutes les étapes. Le gros problème de ce shader, il est là. dep2d. Que fait cette fonction? Eh bien, cette fonction, elle va prendre votre buffer, votre depth buffer tel qu'il est stocké, et elle va vous donner la profondeur que vous avez vue quand vous l'avez dessiné une première fois. Le souci, c'est qu'OpenGL ne stocke pas le depth buffer tel que vous lui donnez directement. Vous n'allez pas récupérer la composante en Z telle qu'elle. Vous allez récupérer une composante qui est modifiée, qui a été mise sous forme logarithmique. Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi est-ce qu'on passe en composante logarithmique? Ouais, pour des raisons de précision. Comme ça, quand vous êtes en logarithmique, vous avez plus de valeurs qui vous permettent d'encoder les éléments proches et moins de valeurs qui vous permettent d'encoder les éléments loin. Donc les éléments proches ont plus de précision alors que les éléments loin vont avoir moins de précision. C'est très bien, sauf que si vous oubliez de délogarithmifier là, votre truc, là, d'enlever le logarithme, vous êtes juste mal parce que les coordonnées depth que vous obtenez ne sont pas les coordonnées qui sont adaptées à votre calcul qui est ici, puisque là vous obtenez des coordonnées directement, la vraie profondeur, le vrai Z qui est attendu. Comment se débarrasser de ce souci? Alors soit utiliser une fonction de la carte graphique qui est prédéfinie pour avoir des shadow maps sur OpenGL. Personne ne l'utilise, c'est tiré par les cheveux, il faut setter plein de registres avant de l'utiliser et ça marche une fois sur 5. Il y a même des cartes graphiques qui vous disent qu'ils l'implémentent pas. Donc à ce niveau-là on ne l'utilise pas. Vous dessinez sur un buffer et vous faites votre propre fonction qui enlève le logarithme. Faites bien gaffe, il dépend de la précision de votre depth buffer. Donc si vous avez un depth buffer à 16 bits, vous allez vraisemblablement trouver du POW 16 pour mettre à la puissance 16. Pareil pour du 32 et ainsi de suite. Donc ce même code peut ne pas fonctionner en fonction de la précision de votre depth buffer que vous utilisez. Et c'est souvent là que la plupart des auteurs de code de shader oublient cette ligne et calculent directement la shadow map telle qu'elle. Ça ne marche pas. Ou alors vous avez complètement trafiqué votre Z buffer avant et c'est juste un résultat qui est dégoûtant. Donc là, pensez bien à enlever le côté logarithmique de votre depth buffer. Et c'est bon, ça marche, il n'y a aucun souci. Problème de cette technique, vous allez avoir plein de gros pixels quand vous êtes sur des zones où vous êtes un peu éloigné et pas tout à fait sûr. Pourquoi? Parce que ça c'était un buffer, il y a des pixels et en fonction de la nature en fonction de la résolution que vous avez utilisée pour dessiner ça, votre ombre elle va être très pixelisée ici. Comment s'en débarrasser? En utilisant une technique qui s'appelle des cascaded shadow map. Vous allez d'abord calculer une shadow map shadow map classique avec les gros pixels, pas top. Et vous allez calculer une shadow map toute près en plus, avec là cette fois-ci beaucoup plus de définition. Quand on va revenir sur le code, ici, au lieu de tester, première chose qu'on fait, c'est on teste dans la shadow map de grande résolution si on se trouve dedans. Si on se trouve à l'extérieur, donc dans ce cas-là, au lieu simplement de retourner tel quel, on va tester sur la shadow map de résolution supérieure, et ainsi de suite en fonction du nombre de cascades qu'on a décidé de choisir. Ne serait-ce que 3 cascades, c'est largement suffisant, et c'est ce que tous les jeux vont faire aujourd'hui. Et c'est ce qui leur permet d'avoir des ombres plutôt jolies. Quand vous êtes près, vous avez l'impression d'avoir une ombre qui est bien définie, et quand vous êtes loin, vous ne voyez pas en fait les gros pixels qui sont dessinés ici. Donc ça sert à rien de prendre une shadow map, d'augmenter la résolution à fond et de faire griller votre carte graphique. Préférez cette stratégie-là qui est utilisée par tout le monde et qui fonctionne très bien. Dernier point, adoucir les ombres. Telles qu'on l'a dessiné, ce sont des ombres dures, c'est-à-dire qu'elles sont carrées, il n'y a pas de petit flou, et dans la vraie vie, vous n'avez aucune ombre qui est parfaitement dure, striée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on va prendre plusieurs valeurs à proximité du point de contact, du point de collision, et on va regarder si dans les valeurs qui sont autour, on a oui ou non la visibilité par rapport à la lumière. C'est comme si en fait on se décalait, on fait un petit flou, quoi. On teste ici, on teste ici, on teste ici, et on voit, si on est sur la bordure, on commence à flouter un peu l'ombre. Cette technique-là, ça va donner des ombres qui sont telles que vous le voyez ici, bien floutées, et ça marche bien. Sauf que le problème, c'est qu'on voit un peu le fait que vous avez pris d'abord dans le premier cercle, ensuite dans le deuxième, ensuite dans le troisième. Regardez, si vous regardez attentivement ici, on voit bien qu'il y a différents niveaux de gris. Là, on voit qu'on a piqué dans le troisième cercle, là dans le deuxième cercle, et là qu'on est tombé dans le premier. Vous voyez encore plus nettement ici, là, vous voyez, il y a vraiment des dénivelés de gris, c'est encore plus flagrant ici. C'est pas vraiment soft. C'est déjà mieux que si on avait de l'ombre qui était
net, mais c'est pas vraiment soft. Alors là, la technique, pareil, c'est un gros hack. On va rien changer du tout, mais on va juste mélanger les pixels à proximité. Ce qui fait que, bah, oui, non, vous avez toujours autant d'imprécision, mais pour l'œil humain, comme c'est mélangé, vous avez l'impression que c'est flou. Véridique, extrait typique d'NVIDIA, c'est extrait du GPU James 2. C'est vraiment ce qu'ils vous conseillent de faire. Donc ils vous disent non, non, les pixels, là, vous les randomisez un peu, vous les projetez, et bah, ça fonctionne. Oui, en fait, si vous regardez en détail ce qui se passe aux endroits précis de la zone, vous allez vraiment voir qu'ils ont juste mélangé les petits pixels qui étaient problématiques ici. Mais ce simple mélange donne l'impression à l'œil humain que c'est continu. C'est ce qui fait d'ailleurs que dans les premières implémentations du soft shadow que vous avez dans Left 4 Dead par exemple, si vous regardez précisément les ombres à proximité de leur nuance entre passage de l'ombre au passage de la zone éclairée, vous verrez que c'est légèrement bruité, mais c'est bruité genre parasitage. Ce parasitage, il est dû au fait qu'on est en train justement de mélanger les pixels et qu'on n'a pas rajouté de flou. Aujourd'hui, la technique pour enlever le parasitage, c'est on floute. C'est bien, ça fonctionne aussi. Donc là, vous avez vraiment quelque chose qui est très propre à partir d'un algorithme qui est très sale. C'est vraiment un exemple typique de ce qu'on peut faire en programmation graphique. Ça fonctionne très bien, c'est gore, mais ça passe. Donc vous voyez, il n'y a pas de magie. Pour faire les ombres que vous avez dans les jeux vidéo actuellement, qui sont top, bien propres et tout, vous avez l'impression que c'est nickel, qu'ils ont dû passer des mois à faire leur algo. Non, non, c'est juste du random et du flou. Hein, il ne faut pas espérer mieux. Ok, donc on peut voir des exemples de shadow map dans la démo. Donc vous allez voir en plus, là il y a du self-shadowing. Donc là c'est typiquement une démo qui va beaucoup jouer sur les ombres. Vous voyez les ombres qui sont utilisées pour les shadow maps, ici, qui petit à petit construisent leur décor. Ça c'est vraiment des shadow maps. Vous voyez d'ailleurs la légère pixelisation des shadow maps dont on a parlé tout à l'heure. Alors le shape shadowing, vous pouvez le voir ici sur les côtés là. Si on regarde bien, vous voyez ces zones qui sont légèrement scintillantes. On va la voir pire ici. C'est-à-dire on est là carrément en train de scintiller entre illuminé, pas illuminé. Et ici, illuminé, pas illuminé. Typiquement du self-shadowing. On est à la collision d'une surface qui est éclairée ou pas éclairée. Et on va hésiter entre visible ou pas visible. Parce que c'est le but, hein, c'est le but de voir un peu où sont les problèmes. Mais faut quand même reconnaître un truc, c'est que cette démo-là, c'est du 64K. C'est-à-dire qu'on a utilisé uniquement 64 kilos pour pouvoir créer toutes les scènes qui vont suivre jusqu'à la fin. Je sais plus si la musique était comprise dans la taille du binaire. Mais en tout cas, tout ce qui est génération procédurale, tout ça, ça tient dans 64K, y compris les shaders. Donc même si effectivement c'est pas parfait, il faut leur reconnaître que c'est quand même techniquement une prouesse. Et ce que vous voyez là, ces effets de lumière, c'est les God Rays et c'est ce qu'on va voir en dernière partie de la conférence. Encore une fois, là, ça, vous voyez, ça en fait c'était les gros pixels de la shadow map qui étaient visibles ici. On retrouve le normal mapping qu'on avait tout à l'heure. On va peut-être pas aller jusqu'à la fin, ça reprend exactement les mêmes qui suivent. Donc en fait, oui, c'est bien, ça fonctionne bien, et on n'a vraiment pas besoin de plus. Aujourd'hui, tout le monde fait comme ça,
Il n'y a pas besoin de techniques supplémentaires. Vous l'avez vu dans la démo, ils ont vraiment appliqué ce qu'on venait de dire. Les soft shadows, c'était fait pareil. C'était aussi des cascaded shadow map. Vous avez vu quand on était loin, il y avait des grosses segmentations. En fait, c'était dû au fait qu'on voyait juste les pixels en vrai de la shadow map. Personne n'y prête attention, ou je pense que vous, dans la scène, vous n'y avez pas non plus prêté extrêmement attention. Ça fonctionne bien, c'est largement suffisant, et c'est comme ça que tout le monde fait aujourd'hui. Bon, donc là on a vu comment est-ce qu'on fait des lumières réalistes. C'est ce qui est principalement utilisé aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait des ombres réalistes? Ok, on voit à peu près comment est-ce qu'on a des textures réalistes. On va juste enchaîner des niveaux d'illumination qui vont se combiner entre eux. Mais maintenant, il y a un dernier détail qui fait que les jeux vidéo aujourd'hui sont ce qu'ils sont et la synthèse en temps réel aujourd'hui est ce qu'elle est. C'est ce qui est le post-processing. Post-processing, c'est des effets de post-traitement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner dans un premier temps toutes nos images, si possible sur des layers séparés. C'est-à-dire qu'on va dessiner l'eau sur un layer séparé, on va dessiner les textures et tout ce qui est les objets solides sur un layer séparé, les objets transparents sur un layer séparé. Et le post-processing, c'est une fois qu'on a tous ces dessins, qui sont des images plates, affichables à l'écran, on va vouloir les recombiner. On va vouloir les recombiner de certaines façons. On va avoir deux exemples de post-processing. Le premier, c'est l'ambient occlusion, qui permet du coup de calculer en fait en post-processing entièrement quelles sont les zones qui sont occluses. Si vous regardez une vraie scène, typiquement celle qu'on est en train de voir tout autour de nous, vous pouvez vous remarquez que les angles, généralement, donc tout ce qui est angle, tout ce qui est les petites bordures, etc., ça va devenir légèrement plus opaque. C'est normal, c'est des zones occluses, il y a moins de photons qui y arrivent, et du coup, ce qu'on va avoir comme phénomène, c'est qu'elles vont devenir plus grisâtres. C'est pas du tout le cas quand on arrive sur, en fait, des scènes telles qu'on les calcule avec les modèles que je vous ai montrés tout à l'heure. Comme les produits scalaires vont être toujours valables, ils vont être toujours parfaits, non, vous n'allez pas avoir l'occlusion qui se trouve ici. Alors ça vient de GPU Gems, ces images-là. Pareil, donc on va voir comment est-ce qu'NVIDIA nous suggère de les implémenter. On va l'implémenter telle qu'elle. Et notre but, ça va être justement de calculer ici, comme vous voyez, les zones occluses pour pouvoir les multiplier à notre image finale et avoir une image qui sera beaucoup plus réaliste. Deuxième point qu'on va voir, c'est les God Rays. God Rays, c'est les rayons crépusculaires, c'est de la lumière volumétrique. Vous avez l'impression que ça demande plein de calculs qui sont faits au moment du dessin. C'est tout à fait faux. En fait, là, c'est typiquement l'application d'une intégrale qu'on va voir. Comment est-ce qu'on calcule une intégrale sur la lumière visible et qu'on calcule en post-processing. On commence tout de suite par SSAO. Alors là, vous reconnaissez, c'était le lion qu'on a vu tout à l'heure. C'est pas pour rien, on va revoir la démo et on va voir comment SSAO fonctionne. Screen Space Ambient Occlusion. Screen Space parce que vous êtes en train de le faire en post-processing et Ambient Occlusion parce que c'est de l'Ambient Occlusion. Ce que vous faites, c'est que vous regardez le dead buffer en un point, et vous regardez, donc là, plus on est noir, plus on est profond, plus on est gris, plus on est de face. Si la valeur de ce point est inférieure à la valeur de tous ses voisins, ou en moyenne inférieure à la moyenne de ses voisins, dans ce cas-là, vous pouvez dire que le point est occlu. Plus la valeur de ce point est inférieure à la valeur de ses voisins, plus le point est occlu. Et plus il est proche, moins il est occlu, plus on est sur de la surface. Il faut quand même faire gaffe à plusieurs points là-dessus. Vous ne voulez pas le calculer avec la moyenne du voisinage. Parce que pour toutes les zones plates, les zones de plan, comme on l'a ici ou comme on l'a ici, ce qui va se passer, d'ailleurs on voit que sur celle-là il y a un problème, parce qu'on n'aurait pas dû avoir une zone complètement occluse alors qu'on l'a. Ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir là qui est très clair, et puis un dégradé comme ça. Si vous calculez la moyenne, en fonction de l'angle que vous avez, il se peut que vous détectiez que cette zone-là est occluse alors que vous êtes en train de détecter un plan. La bonne façon de faire, c'est en fait de faire les calculs de moyenne et de somme uniquement sur différents cadrans. C'est-à-dire que vous allez faire un premier cadran ici, un deuxième cadran là, un troisième cadran, et ainsi de suite. Enfin, là, c'est plutôt des octants que des cadrans que j'ai pris. Vous pouvez le faire, là je suis divisé en 8, donc on va prendre des octants. Et sur ces octants, vous allez comparer en fait un octant avec son symétrique. Et en fonction du nombre d'octants qui vous indiquent l'occlusion de votre pixel central, vous allez pouvoir prendre votre décision. C'est comme ça qu'on l'a implémenté, donc je vais vous montrer ça directement sur mon PC.
Voilà. Et qu'on active les effets. Donc là, vous voyez sans l'ambient occlusion, avec. Donc vous voyez les zones qui sont ici, cette fois-ci, occluses. Ici, ici, et tous les contours de la scène. On va se déplacer un peu pour voir ce que ça donne. Je le refais donc sans, avec, sans, avec. Très rigolo. Hop, je laisse tenir 5 secondes tant que je me déplace. Ah, c'est encore mieux. Voilà, donc vous pouvez voir ici sur les colonnes, hein, les effets que vous avez. Donc sur les colonnes, vous calculez vraiment les zones d'occlusion. Ça donne des images plus réalistes. Là, on a des images plates. Vous avez une image qui va avoir plus de relief. Je vais peut-être éteindre parce que c'est vrai qu'on voit rien du tout. C'est comme ça. Donc en fait, voilà, là on calcule les zones occluses, là on ne les calcule plus. Vous voyez la différence entre le calcul d'une ambient occlusion. Ici on a pris notre scène, on a calculé l'occlusion ambiante, et vous allez voir du coup que ça a donné un réalisme à la scène, quelque chose qui va plus ressembler à des scènes telles quelles. Là l'implémentation c'est telle que je vous l'ai présentée, c'est-à-dire que c'est pas que la moyenne, c'est par octant qu'on va faire les calculs. Ce qui explique qu'ici vous avez des petits problèmes quand on n'a pas assez de pixels pour pouvoir calculer les octants. Vous voyez, l'occlusion ambiante commence ici, et là on commence à avoir une petite zone éclairée, on ne sait pas trop pourquoi. En fait, c'est uniquement parce qu'on n'a pas assez de pixels sur le screen space pour pouvoir calculer les derniers octants qui nous permettraient de prendre la décision. Sinon, c'est un algorithme qui fonctionne bien, qui ne consomme pas beaucoup en termes de calcul. Bon, c'est une boucle for sur un post-processing, donc les boucles for sur le GPU, il faut quand même bien les optimiser. Mais quand c'est bien optimisé, ça pose pas de soucis, et vous avez un rendu tout à fait potable. Dans la même idée que Screen Space Ambient Occlusion, vous avez tous les systèmes d'anti-aliasing Screen Space. Donc là, il est désactivé. Là, il est activé, oui, ça se voit. En fait, le concept, c'est uniquement, vous allez regarder le gradient de l'image et appliquer un flou plus ou moins important en fonction du gradient. Alors, c'est pas juste bête comme ça, hein. Vous appliquez des filtres qui sont généralement des filtres Perona Malik ou autres, qui vont vous permettre d'avoir de l'anti-aliasing propre en Screen Space. C'est aujourd'hui comme ça qu'on fait. Donc là, vous voyez la scène avec anti-aliasing et sans anti-aliasing. Voilà. Vous pouvez voir du coup les contours qui sont lissés et beaucoup plus propres. Pareil, même effet si on a le depth of field, donc le champ de profondeur. Voilà, on active tout. Donc là, vous avez champ de profondeur plus anti-aliasing. Donc champ de profondeur, c'est quoi? C'est l'effet que vous avez dans beaucoup de jeux. Alors, pareil. Me recalme. 30 secondes. Voilà, donc champ de profondeur, c'est cet effet qui fait que c'est flou quand on est près. Et ça va devenir net à l'endroit où on regarde et ça va redevenir flou plus on s'approche du lointain. Comment est-ce qu'on calcule ça? C'est pas du tout compliqué. Vous regardez où est-ce que votre caméra regarde. Vous calculez le depth buffer que votre point de regard aurait dû obtenir. Ça vous donne le plan de séparation de ce qui est net et de ce qui va devenir flou en face et derrière. Vous êtes en post-processing. Vous avez accès à tout ce qui a été dessiné. Quand vous avez des zones qui ont été dessinées avec un depth buffer qui est beaucoup inférieur à ce que vous aviez calculé par rapport à votre point de vue, vous le floutez. Sinon, vous le laissez net. Pourquoi est-ce que vous avez besoin de post-processing? Parce que pour flouter, vous avez besoin des pixels qui sont avoisinants. Et pour ça, vous n'avez pas d'informations sur les pixels qui sont avoisinants quand vous êtes en train de dessiner votre shader. Donc vous avez nécessairement besoin de passer en post-processing pour pouvoir avoir ça. Et du coup, vous avez un résultat qui est très potable pour pouvoir avoir ce genre de rendu-là avec un flou de profondeur. Donc là, on a tout. On a flou de profondeur. Je pense qu'on n'a pas activé l'anti-aliasing. Si, on a anti-aliasing, mais on n'a peut-être pas l'ambient occlusion. Donc là, on se fait un peu la fête. Hein. C'est ambient occlusion, anti-aliasing, flou de profondeur. C'est... Entre tout désactiver et tout. Voilà, ça c'est quand on désactive tout. Et quand on réactive tout. C'est vrai que c'est quand même plus potable hein, et plus visible. Donc ça ce sont des effets de post-processing. Il n'y a rien qui est calculé au dessin des polygones. C'est entièrement calculé après avoir rendu l'image. Ça permet d'avoir des effets qui sont rapides à calculer et surtout qui peuvent tenir compte des pixels avoisinants. Ce que vous ne pouvez pas faire quand vous êtes en train de dessiner les shaders normaux. Donc on va arriver sur la dernière étape. Il y aura un poil de maths, mais je vous promets ça ne va pas durer longtemps. Juste un poil.
Alors avant, on va peut-être voir juste l'implémentation du shader. Comment est-ce que vous auriez fait? Ouais, on commence à arriver sur des shaders un peu plus velus quand même là, hein. Surtout que j'ai coupé un bout. Alors ça, c'est l'accumulation par... alors là, c'est par quartant, pour pas avoir une place qui est monstrueuse. Bon, bah, vous accumulez par quartant, vous faites vos comparaisons par quartant, et si vous obtenez une depth value qui est inférieure par quartant au truc que vous voulez obtenir, eh bien, vous allez pouvoir afficher quelque chose qui est occlu. Sinon, vous affichez quelque chose qui est visible. Alors là, j'ai copie-paste tel quel le shader tel que je l'avais implémenté, si ce n'est que je l'ai implémenté avec 8, c'est que je l'ai rabattu sur mes slides avec 4 pour pouvoir l'afficher. Ouais. En fait, c'est juste un quart de... J'ai accumulé tout ce qui était dans le quart de pixel au-dessus. Donc en fait, pour ça, j'ai accumulé le depth buffer qui était là, le depth buffer qui était là, le depth buffer qui était... Enfin, tous les depth buffers qui étaient là et tous les depth buffers qui étaient dans cette zone-là. Sinon, normalement, je le fais par... celle que je vous ai présentée, c'était par octant, c'est-à-dire que je l'avais fait sur les zones par 8. Ouais. Alors, le gradient, il y a différentes façons de le calculer. C'est une bonne question. Soit on le calcule sur depth buffer, ça rend des bons résultats au niveau des angles visibles, des tranches qui sont saillantes, parce qu'on va appliquer aux endroits où on a les tranches saillantes un flou. Ça, le souci, c'est que quand on a de l'aliasing au niveau des textures sur un plan qui est complètement aligné, mais c'est les textures qui vont provoquer de l'aliasing, ce système-là ne va pas du tout marcher. Pourquoi? Et on avait le problème tout à l'heure, il faut activer un autre type d'anti-aliasing. Pourquoi? Parce que simplement, notre système va détecter qu'il n'y a pas de gradient au niveau de la profondeur, c'est la texture en fait qui entraîne la non-visibilité. Et du coup, quand vous avez ce genre de problème-là, la technique par gradient ne fonctionne pas, en tout cas pas le gradient sur le depth buffer. Vous pouvez faire le gradient sur la texture, mais alors là par contre ça ajoute, il faut vraiment le calibrer très finement parce que du gradient sur la texture, mal calibré, c'est un coup à rendre sa texture complètement floutée. Sinon, se tourner vers des algorithmes type les MSAA, QX, SSAA, qui vont être des... Alors SS, c'est quand vous savez les QX, SSAA, le SS il vient du même, hein, c'est toujours screen space. En fait c'est QX que screen space anti-aliasing. Des anti-aliasing aussi super sampling si vous voulez vraiment du bon résultat. Mais sinon, tous ceux qui vont être sur type buffer, depth buffer, c'est on calcule le gradient du depth buffer, on calcule un gradient très léger par rapport à la texture, et on applique en fonction de ça un léger flou. Mais oui, c'est une bonne question, en fonction de ce sur quoi tu choisis, tu n'auras pas les mêmes résultats. Là, celui que je vous ai présenté, je l'ai implémenté uniquement sur le gradient depth, je ne l'ai pas implémenté sur la texture, parce que sur cette scène-là, il est particulièrement difficile à calibrer, j'arrive pas à obtenir des résultats qui sont nets. Ok, donc là voilà, hein, ça c'est la version avec 4 accumulations. Là c'est la boucle for qu'il faut optimiser. Je vous laisse le soin de l'optimiser, elle est énorme une fois optimisée, donc je ne vais pas la mettre sur les slides. Bon courage pour faire de l'optimisation GPU. Si vous vous loupez là-dessus, il y a de fortes chances que vous ayez votre driver graphique ne répond plus parce qu'il a timeout sur aller facilement 1 seconde. Et que vous ayez à reprogrammer, à refaire une bonne partie de votre shader, et vous allez retenter, ça va exploser votre driver graphique, si possible votre kernel, comme ça vous allez redémarrer, vous allez retenter, exploser votre driver graphique, si possible tout votre affichage, vous allez retenter. Le debug peut être très long, surtout si vous êtes sur un système instable. Voilà, sous Linux, il y a moyen de kill son X, hein, si vous loupez bien là-dedans. C'est pas très facile à débugger. On va passer au God Rays, et c'est la fin. Dernière étape. La lumière volumétrique. Donc ça, vous avez l'impression que c'est super dur à calculer. En fait, c'est super facile. Ça demande juste une intégrale. Mais on ne va pas la montrer parce qu'elle est vraiment horrible. Donc ça demande juste une petite intégrale. Attention, maths d'NVIDIA. Je vous assure, ça fait pas mal. Ça a l'air comme ça, mais c'est pas du tout violent. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Ce qu'on veut faire, c'est que pour un point qui est affiché sur notre écran, on veut calculer le volume de lumière visible ici, le volume de lumière qui va en fait transparaître par rapport à notre objet. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va uniquement calculer cette intégrale-là, ces points qui sont ici en jaune. Calculer une intégrale sur GPU, ne commencez pas à sortir des méthodes d'approximation, c'est juste parce qu'on veut. Une intégrale sur un GPU, ce que vous allez faire, ça va être une somme. Oui, vous allez prendre les pixels et vous allez les sommer. Sauf que il va falloir que vous preniez une période d'échantillonnage. En fonction de votre échantillonnage, de tous les combien de pixels vous prenez, vous allez avoir des résultats plus ou moins nets. C'est ce qu'on a ici, hein. En fait, si vous regardez ces espèces de petits artefacts qui traînent là, c'est uniquement le fait que on a notre période d'échantillonnage qui était plutôt élevée, donc on va avoir la visibilité de ces petits artefacts qui traînent, qui sont dus au fait que sur certaines accumulations, on a par exemple des fois loupé la feuille au moment du calcul de l'intégrale.
Sinon, ça se calcule bien. Alors, decay ici, c'est une variable qui, petit à petit, accumule moins fort les points qui sont loin de la lumière et plus fort les points qui sont proches de la lumière. Plus vous vous en éloignez, plus votre valeur de... en français, ça se traduirait comment atténuation, affaiblissement, va augmenter. Voilà, vous avez de la pondération. Et ensuite, ça vous indique uniquement l'angle. Si vous êtes en train de vous le prendre en pleine face, le rayon il est super fort. Si vous êtes sur un angle sur le côté, le rayon est beaucoup moins fort, vous accumulez moins fort. C'est ni plus ni moins qu'une simple boucle for. En termes de code, ça se traduit comment? C'est de pire en pire, hein, le code, c'est magique. Alors, en termes de code, ça se traduit comment? Première chose, vous calculez le vecteur ici diff. C'est ce fameux vecteur qu'on a là, ici. Ensuite, une fois que vous l'avez calculé, donc on calcule la profondeur qu'on aura initialement ici et la valeur qu'on va avoir ici. Avec, moi j'ai constante atténuation, je ne l'appelle pas decay ici. Bon, ensuite vous commencez à faire votre accumulation. Donc là on initialise des accumulateurs. Toujours pareil, on va manipuler des flottants, donc magique constante fournie par Nvidia. On les récupère telles quelles, elles sont fournies sur le site. Là vous avez la précision max d'une 340 GPM. Si vous passez à une ultra, rajoutez un 9, c'est sur le site. Ouais, c'est super. Hein. Pareil ici, donc magique constante à la folie, c'est très fun. Si vous ne les mettez pas tels que votre constructeur vous les dit, ça ne fonctionne pas. Mais quand on suit très bien le site d'Nvidia avec leur équation, c'est super. Ah, c'est génial parce que généralement vous avez le truc qui est super propre ici. Vous avez, c'est même pas sur la même page, quoi. Vous tournez la page et là vous voyez les magiques constantes qui apparaissent. C'est super bien quand c'est formulé comme ça. Quand vous avez magique constante, c'est un peu plus dur. Bon, toujours pareil, hein, quand vous voyez NS, c'est parce que j'utilise mon moteur graphique pour le faire, donc je récupère le dead buffer. Là, j'accumule, toujours avec du coup l'atténuation qui est faite, et progressivement, j'accumule le dead buffer. Je suis juste en train de faire cette somme-là, que vous voyez là, avec la pondération, weight ici, qui est visible, accumulation. Je fais mon accumulation. Là, en fait, je fais l'accumulation en 2 passes parce que c'est des God Rays qui sont, je suis sensible au volume. C'est une version un poil différente de celle qui est suggérée par Nvidia, qui consiste à tenir compte du fait qu'on a détecté un premier volume pour pouvoir atténuer plus fortement. C'est pas utile de vous appesantir sur ces 2 versions de boucle. Ça me permet d'avoir un résultat qui est juste plus net et plus fin. Bon, c'est pas particulièrement intéressant. Et à la fin, une fois que vous avez accumulé votre depth, vous prenez la couleur de la lumière que vous aurez dû avoir et vous prenez l'accumulation que ça donne, que vous avez accumulé dans votre boucle for. Magique constante, encore une fois. Alors ça, c'est l'implémentation telle quelle qui fonctionne. Hein. Ça donne des résultats qui sont très bons. C'est très rapide comme ça. Par contre, si vous augmentez votre période d'échantillonnage, ici, qui est là, ce fameux N que vous avez ici, vous allez vite voir que pareil, vous pouvez faire timeout votre machine. Bien choisir. Comment est-ce qu'on l'a choisi? Pareil, magique constante fournie par le constructeur. Hein, ça fonctionne toujours très bien. Donc là, quand vous implémentez ce genre d'algo, je vous conseille de vous munir d'un GPU GEMS pour avoir l'algo, des spécifications de votre constructeur de carte graphique. Avantage de Nvidia, c'est que pour tous les algos bien connus comme ça, ils vous fournissent des magiques constantes qui marchent bien. Ouais. Oui, c'est ça le malheur. Oui. Alors généralement quand même, hein, là je caricature au possible, c'est quasiment les mêmes magiques constantes d'une carte graphique sur l'autre, d'une série sur l'autre. Ça fonctionne plutôt bien. Vous allez plus avoir des problèmes quand vous avez passé d'un Nvidia à un ATI ou autre, à cause des précisions et des calculs flottants. Sinon, grosso modo, ça se passe bien. Sauf comme je vous l'ai dit, quand ils changent vraiment l'architecture interne et qu'ils vont avoir plus de précision, vous allez pouvoir changer un peu l'architecture de votre shader. Je caricature, mais vous trouverez souvent dans les papiers des jolis magic numbers qui vont bien. Généralement, c'est par algorithme et pas tout à fait par carte graphique, mais quand même, Nvidia vous dit ça marche bien sur tel truc, ça marche bien sur tel autre truc, c'est plutôt fun, utilise ça. Même des fois, ils vous donnent des conseils sur l'ordre de vos opérations. Ils sont vraiment cool là-dessus. Autre point, c'est que depuis les séries GTX, 8800 GTX, il n'y a plus de changement de magique constante dans tous les sens. Hein. C'est très propre. Là, j'exagère au possible. Bon, on a quelques magiques constantes, mais ils les donnent. C'est facile à retrouver et généralement, ça passe aussi à peu près bien sur ATI. Intel, par contre, vous pouvez crever. Vous réécrivez tout à chaque fois et par contre, eux ne vous les donnent pas. Et des fois, eux vous font bugger complètement votre driver graphique en fonction de votre implem. C'est très spécial. Je vous souhaite à ne jamais avoir à targeter du GMA 500.
C'est une horreur. Vécu. Ok, bah donc dernière démo où on voit des GodRays en application. En fait, c'est que ça. Eux, ils ont gagné, je crois qu'ils ont gagné la 2e place d'ailleurs, sur une démo qui consiste uniquement à faire des GodRays et à faire passer des polygones devant. Mais c'est tellement joli que bah, les organisateurs du concours, comme c'était la première année où ils voyaient ça, c'était top. Donc ils ont mis plein de points et ça a gagné le 2e place, ouais c'est ça, sur leur catégorie. Ouais, je crois que je vais le mettre sur mon PC, effectivement. Parce que là, je crois que la machine elle est un peu en train de mourir à décoder le stream. Superbe câble pour le son. Visiblement non. J'ai le volume là normalement. Je diffuse du son. Oui, donc je diffuse avec le son de mon PC, c'est ça? Ou alors... T'es sûr de son superbe câble pour le son? Attention aux oreilles. Non plus? Ah oui, ça tourne. Ah, pourtant là il me dit que je suis sur le câble audio et que je suis censé émettre plein volume. Peut-être ça, attends. Vas-y, je mets le son à fond. Bon, donc voilà, là, eux, ils ont gagné uniquement sur des GodRays. Donc pareil, ils ont pris image centrée, ils accumulent l'intégrale comme on l'a vu tout à l'heure. Et ben, vous arrivez à obtenir, en comptant le nombre de pixels qui sont visibles depuis la lumière, vous arrivez à obtenir des effets plutôt potables d'illumination. Donc là, c'est encore moins, je crois, en termes de kilo-octets qui sont utilisés. Tout à l'heure, c'était du 64K. Là, il y a vraiment, je ne sais même plus si c'est du 32 ou du 16, mais c'est une très très petite démo. Voilà, donc c'est ce que vous avez généralement dans les jeux vidéo récents. Là, c'est vraiment très récent, où quand vous regardez la lumière du soleil, vous obtenez ces effets de dégradé qui arrivent vers vous. Ça s'appelle les GodRays et ça se calcule comme on l'a vu. Juste en fait, c'est une simple intégrale qui est faite sur la lumière pour calculer le volume de lumière visible avec le shader qu'on a vu tout à l'heure. La principale difficulté, c'est vraiment d'ajuster les magiques constantes pour avoir un truc qui passe à peu près sur toutes les cartes graphiques, quoi. Et vous allez voir sur les shaders de post-processing, la principale difficulté, c'est toujours les magiques constantes. Alors on va quand même revenir un peu en arrière, il y a un élément qui est intéressant. Je vous ai dit que ça dépendait beaucoup du pas d'échantillonnage, et on le voit. Peut-être ici. Non, je n'arriverai pas à retrouver exactement la scène où c'est visible.
pas être assez rapide pour récupérer une frame où c'est visible. Si vous regardez quand la lumière passe normalement par les petits trous, vous allez voir qu'au lieu d'avoir un rayon continu, vous voyez les petits cercles qui se propagent plutôt que d'avoir quelque chose de continu. En fait, c'est juste parce que, en fonction du palais d'échantillonnage, des fois on a réussi à choper le fait qu'il y avait non, je vais quand même pas dire on a réussi à choper le trou, ce serait pervers. Mais on a réussi à voir l'endroit où c'était visible, et d'autres fois on n'a pas réussi à le faire dans l'intégrale. Ce qui explique que la qualité du résultat dépend vraiment beaucoup du palais d'échantillonnage que vous choisissez. On n'arrivera pas à le voir proprement, ils l'ont bien caché. Ils sont habiles. Voilà, on va rallumer la lumière. Je vais se reprendre. Et bien du coup, ceci clôt la présentation. Donc je pense que ouais, si vous avez peut-être... Il y en a peut-être qui veulent retourner coder 42SH assez vite, donc on va peut-être les libérer plus tôt. Ou manger aussi. Hein. C'est possible. Hein. Sinon, pour ceux qui veulent, j'ai encore comment faire des displacements de map et des transparences, mais plus tard. Est-ce que vous avez des questions? Du coup, s'il y a des trucs, je vais peut-être reprendre sur mon PC, ce sera plus pratique s'il y a des trucs à montrer. Et ben dans ce cas, on va finir sur les displacements. Ouais. Ah. Ouais, juste une question. Depuis le début, on parle de matrices, de transformation, etc. Un GPU, ça fait combien de, enfin, ça peut traiter combien d'opérations de produits matriciels, disons, par seconde, sur quelle taille de matrice, etc. Alors ça dépend énormément de ton GPU, mais c'est une très bonne question parce que ça va conditionner complètement tes temps de calcul. En fait, maintenant tu peux plus parler typiquement d'opération un point transformé par une matrice. Tu pouvais il y a quelques années, tu peux plus vraiment maintenant. Pourquoi? On a introduit un truc qui s'appelle les geometric shaders. Les geometric shaders, ça a enlevé ce conditionnement-là parce que tu vas pouvoir tirer parti des calculs que tu as fait sur un point pour calculer une masse d'autres points et ainsi de suite. Comment est-ce que ça fonctionne? On a des vertex qui servent de référence, enfin on a des vertices qui servent de référence. On va prendre un vertex et au moment où on a commencé à le transformer, à calculer sa position, on va se servir de sa position pour réémettre d'autres vertices. Typiquement, on a des particules, on calcule la position de certaines particules, on réémet des vertices qui sont calculés à partir de la position de la particule déjà dessinée. Et on recalcule, mais partiellement, ces particules-là. Ce système, ça fait que ça rend beaucoup plus embêtant le calcul du nombre de transformations matricielles à la seconde. Cela dit, comme je vous l'ai dit, sur cette scène-là, on arrive à des millions de polygones, je crois qu'on est au million, en optimisant bien, en évitant de faire tous les calculs matriciels, en tournant. On peut arriver là, du coup, à 1 million de transformations et de calculs texturing à la seconde, plus du post-processing. On est sur une 340M. Ici, donc c'est pas un modèle énorme, hein, c'est pas foufou, mais ça tient bien. Si tu commences à faire du OpenGL 1 avec des vieilles transfos, à pas vouloir faire des shaders, à pas vouloir utiliser des geometric shaders, à pas vouloir utiliser des VBO, à pas manager ta mémoire à la main, à essayer vraiment de faire du OpenGL bas de gamme, tu ne monteras pas au-dessus de 1000 polygones. Donc il y a vraiment un gap entre du OpenGL clean, où tu vas arriver à passer le cap des 100 000 sans problème. Alors 1 million c'est en trichant, hein, c'est avec calcul de polygones occlus, donc les polygones occlus sont évidemment jartés, il n'y a que les polygones visibles qui sont affichés. Mais si tu commences pas à faire des optimes, tu dépasseras pas le cap des 1000. Après, quand tu commences à arriver sur des trucs comme ça, il faut vraiment jouer avec l'ordre des transformations matriciels, enfin les trucs que tu fais, essayer d'injecter le plus de géométrie possible pour pouvoir avoir le moins de calculs à faire. Oui, grosso modo, c'est dans ces idées-là. Hein. Tu vas tourner autour des 100 000 opérations, enfin 100 000 triangles que tu peux traiter par image. Avec une limite quand même, c'est que dès que tu actives les shaders, tu as un framerate maximum qui est fixé, parce que comme tu es sur un pipeline qui est complètement programmé par ce que tu fais, tu vas être bound par les cycles d'horloge de ton système. Voilà. Alors juste pour finir, s'il n'y a pas d'autres questions,
Ça, c'est un dernier shader. Donc ça, à nouveau, c'est du post-processing. C'est du shader de déplacement. Donc en fait, ce qu'on calcule, c'est qu'on calcule une première fois. Ce que vous faites, c'est que vous calculez une première fois la scène, vous appliquez un truc de déformation, et à chaque fois que vous avez le point de déformation, vous regardez où est-ce que la déformation vous amène dans la scène qui a été calculée. Ça fonctionne bien, ça donne des résultats assez sexy. Là, c'est calculé, ça coûte un peu cher par contre. Hein. Il faut voir que c'est pas le genre de shaders qui sont gratuits, et ça vous demande de mettre en place nécessairement tout ce qu'on a vu, donc tout ce qui est les outils de post-traitement. Voilà, parce que vous êtes obligé de dessiner en plusieurs fois. Donc avec tout qui est activé, ouais, c'est sympathique, mais alors là, on commence à arriver sur des scènes qui coûtent très cher à dessiner. Entre les millions de polygones qui servent à dessiner Sponza, l'eau, il doit y avoir 4 passes pour pouvoir tout dessiner. Là, on arrive sur une scène qui est coûteuse. En plus, avec tous les polygones, tous les pixels qui sont dessinés, là, ça commence à devenir particulièrement cher. Si tu n'optimises pas cette scène, tu vas juste time out sur ta carte graphique, comment tu vas la rendre. Elle n'arrivera même pas à sortir une image. Donc vraiment jouer avec le post-processing c'est intéressant, mais comme tu fais des opérations par pixel, le coût des boucles forts par pixel pour pouvoir aller regarder justement les polygones autour qui ont été modifiés, ça entraîne des coûts de calcul qui deviennent énormes. Donc il faut vraiment faire attention quand on joue avec le post-processing. Ça fait des effets super sympas, c'est comme ça que vous avez tous les effets modernes dans les jeux. Par contre, attention aux coûts de calcul, ça va devenir vite énorme et vite explosif si tu fais n'importe quoi avec tes boucles forts. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, parfait. Hop, merci. Ah, non, il y a d'autres questions. Ouais, j'ai remarqué tout à l'heure qu'il y avait un scintillement. C'était les light maps, je crois. Quand enfin, sur les angles, en fait, quand tu bougeais la caméra, on remarquait un scintillement. C'est dû à quoi Alors, le scintillement, il est dû soit quand j'ai pas activé l'anti-aliasing, parce que pourquoi on a des choses qui sont aliasées au niveau des pixels, on ne sait pas sur quelle ligne on tombe. Et tu as un scintillement aussi qui est dû au normal map. Parce que le fait que j'ai changé la normale, je l'ai perturbé, normalement tu devrais avoir l'anti-aliasing qui passe dessus pour pouvoir savoir quand est-ce que ces angles, normalement, devraient avoir un depth buffer différent. Pourtant, ils ont des ruptures qui sont flagrantes, mais comme c'était des images plates à la base, mon depth buffer étant plat, j'ai pas d'information pour pouvoir dire il faut que je repasse dessus. C'est pour ça que par contre une approche texture en plus sur le color buffer qui va regarder qu'il y a bien un dénivelé de couleur va permettre de donner de meilleurs résultats. Cela dit, le souci sur Sponza que j'ai quand j'ai essayé de l'implémenter, il marche sur d'autres scènes, il marche mal sur Sponza à cause du fait qu'il y a plein de petites rainures, plein de petits soucis, et trouver le bon calibrage en termes de valeurs qui permettent de passer tout, j'ai pas eu la foi. Voilà. Donc ça devrait pouvoir se trouver, mais là j'avoue ne pas avoir eu la foi pour le trouver sur le color buffer. D'autres questions? Voilà, donc merci à vous tous pour avoir assisté à cette conférence et à bientôt pour les prochaines conférences GConf. Tu veux rappeler la prochaine pour physique? Donc ouais, merci d'être venu. Je vous rappelle vite fait, je m'excuse pour les problèmes de son, particulièrement pour ceux qui vont regarder la vidéo plus tard. Elle sera disponible si tout s'est finalement bien passé, elle sera disponible sur le site dans le week-end. Il y aura aussi les slides et les démos. Donc, tout ça sera sur le site gconf.fr. N'oubliez pas le S. Donc voilà. Merci d'être venu et j'espère vous voir dans 2 semaines pour la conférence sur les moteurs physiques.